Au cœur de la Provence, où les vignobles étendent comme des océans verts sous un soleil implacable, la propriété des Moreau se dresse tel un château fort moderne. Les murs de pierre blanche, témoins de plusieurs générations, cachent bien plus que du vin vieilli dans des caves centenaires. Ils gardent les secrets d'une famille où le silence règne en maître absolu. Héloïse Moreau, 19 ans, traverse la cour pavée de la propriété familiale. Ses pas résonnant contre les pierres usées par le temps. Ses cheveux châtains, toujours soigneusement tressés selon les exigences de son père, encadrent un visage aux traits délicats, mais marqué par une tristesse précoce. Dans ses yeux noisettes se cache une flamme que même les années d'oppression n'ont pas réussi à éteindre complètement. « Héloïse !» La voix de Marcel Moreau résonne depuis le bureau principal, portant avec elle cette autorité froide qui fait trembler même les hommes les plus courageux de la région. « Viens ici immédiatement. » Elle inspire profondément, ajuste sa robe simple et se dirige vers le bureau de son père. Marcel, homme de 55 ans aux cheveux grisonnants et au regard perçant, ne lève même pas les yeux des documents étalés sur son imposant bureau en chêne lorsqu'elle entre. Les murs sont ornés de portraits d'ancêtres. Moreau, tous arborant la même expression sévère qui semble être un trait héréditaire. « Père ?» murmure-t-elle, les mains croisées devant elle dans une posture qu'elle a apprise à adopter dès l'enfance. Soumise, respectueuse, invisible. « J'ai des nouvelles importantes à t'annoncer. » Marcel pose enfin son stylo et la regarde avec cette froideur qui lui glace toujours le sang. « Tu vas épouser Mathieu Laurent. Les fiançailles auront lieu dans 1 mois. Et le mariage à l'automne. » Le monde d'Héloïse s'arrête. Elle sent ses jambes se dérober sous elle, mais parvient à rester debout. Mathieu Laurent, ce nom résonne dans sa tête comme une sentence. Elle l'a croisé plusieurs fois lors de réunions entre familles influentes de la région. Un homme de 32 ans, aux mains toujours trop baladeuses et au regard qui la déshabille sans pudeur. Un homme dont la réputation avec les femmes n'est un secret pour personne. « Père, commence-t-elle, mais Marcel lève la main pour la faire taire. Il n'y a rien à discuter. C'est une alliance stratégique qui bénéficiera aux 2 familles. Les Laurent possèdent des terres adjacentes aux nôtres. Ce mariage consolidera notre position dans la région. » Il se lève, contourne son bureau et s'approche d'elle. « Tu as eu une vie privilégiée ici, Héloïse. Il est temps que tu serves à quelque chose d'utile. » Les mots la frappent comme des coups physiques. Servir à quelque chose d'utile, comme si toute son existence n'avait été qu'une préparation à devenir une monnaie de échange. Elle pense à sa mère, Céleste, cette femme douce aux yeux tristes qui avait quitté ce monde alors que Héloïse n'avait que 12 ans. Une grippe soudaine, avait dit Marcel. Mais Héloïse se souvient des cris étouffés qui provenaient de la chambre parentale les nuits précédant la disparition de sa mère. « Et si je refuse ?» Les mots sortent de sa bouche avant qu'elle ne puisse les retenir. Elle voit les yeux de Marcel se durcir dangereusement. Refuser? Il répète le mot comme s'il avait un goût amer. Tu n'as aucun droit de refuser quoi que ce soit dans cette maison. Tu es ma fille, tu m'obéis, point final. Il se rapproche encore, et elle recule instinctivement jusqu'à ce que son dos rencontre le mur froid. Ne me pousse pas à te rappeler quelle est ta place ici. Héloïse. La menace plane dans l'air comme un orage sur le point d'éclater. Héloïse connaît ce regard. Elle l'a vu trop souvent dirigé vers les ouvriers qui osaient contester ses décisions, vers les fournisseurs qui tentaient de négocier leur prix. Un regard qui promettait des conséquences dont on ne se remettait jamais complètement. « Je comprends, père », murmure-t-elle, baissant les yeux vers le sol en marbre poli où se reflète son visage défait. « Parfait. Madame Dubois viendra demain pour prendre tes mesures pour la robe de fiançailles. Tu te comporteras comme une dame de ta condition l'exige. » Marcel retourne à son bureau, signifiant clairement que l'entretien est terminé. Et Héloïse, elle se retourne vers lui, la main déjà sur la poignée dorée de la porte. N'essaie même pas de faire quoi que ce soit qui pourrait compromettre cette union. Les conséquences seraient regrettables. Une fois sorti du bureau,
Héloïse court vers sa chambre, gravissant les escaliers de marbre 2 marches à la fois. Sa chambre, située au 2e étage de l'aile ouest, est son seul refuge dans cette prison dorée. Les murs couleur crème sont ornés de quelques peintures représentant des paysages provençaux paisibles et de grandes fenêtres donnent sur les vignobles qui s'étendent à perte de vue. Elle se laisse tomber sur son lit aux draps immaculés et enfouit son visage dans ses mains. Les larmes viennent naturellement, chaudes et salées, portant avec elles toute la frustration accumulée au fil des années. Elle pense à sa mère, à ces moments rares où Céleste osait lui chuchoter des histoires de femmes courageuses, de princesses qui sauvaient leur royaume au lieu d'attendre qu'on vienne les sauver. « Maman », murmure-t-elle à travers ses sanglots, « si seulement tu étais encore là. » Un coup léger à sa porte la fait sursauter. « Mademoiselle Héloïse !» La voix douce de Marie, sa femme de chambre et la seule personne dans cette maison qui lui témoigne un peu de bienveillance, la rassure. « Entrez, Marie !» La femme d'une 50aine d'années, aux cheveux poivre et sel, toujours impeccablement coiffée en chignon, entre avec un plateau de thé fumant. Marie travaille pour la famille depuis 25 ans. Elle a connu Céleste, l'a aidée lors de l'accouchement d'Héloïse, et a été témoin de tous les drames qui ont secoué cette maison. « J'ai entendu des voix fortes venant du bureau », dit Marie en posant le plateau sur la table basse près de la fenêtre. « Voulez-vous en parler ?» Héloïse s'assoit et accepte la tasse que lui tend Marie. La porcelaine fine lui réchauffe les mains tremblantes. « Il veut me marier à Mathieu Laurent. » Marie ne peut cacher son expression de choc et d'inquiétude. Elle connaît la réputation de cet homme, les rumeurs qui circulent dans les cuisines et les marchés de la région. « Mon Dieu !» murmure-t-elle en s'asseyant dans le fauteuil à côté du lit. « Héloïse, vous savez que je ne peux pas intervenir directement. Mais quoi, Marie ?» La femme de chambre regarde autour d'elle, s'assurant que personne ne peut les entendre. « Votre mère, elle avait gardé certaines choses, des lettres, des documents. Tout est resté dans le grenier. Dans une vieille malle que votre père n'a jamais fait descendre. » Le cœur d'Héloïse s'accélère. Quel genre de document? Je ne sais pas exactement, mais elle m'avait dit un jour que si quelque chose lui arrivait, ces papiers pourraient vous aider quand vous seriez assez grande pour comprendre. Marie se lève, lissant sa robe noire de gouvernante. Le grenier est interdit d'accès depuis sa disparition, mais certaines clés se perdent parfois. Elle pose subtilement une clé rouillée sur la table de nuit de Héloïse avant de rassembler le plateau vide. Je dois retourner à mes tâches. Mais souvenez-vous, mademoiselle, parfois, les réponses que nous cherchons se trouvent dans les endroits où on nous interdit d'aller. Restez seule. Héloïse fixe la clé comme si elle détenait tous les secrets du monde. Pour la première fois depuis des années, elle sent une étincelle d'espoir naître dans sa poitrine. Sa mère lui avait peut-être laissé plus qu'elle ne le pensait. Et cette nuit, quand toute la maison dormirait, elle découvrirait enfin ce que Céleste Moreau avait voulu lui transmettre. Si cette histoire vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de donner like. Dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Continuons. La nuit enveloppe la propriété Moreau d'un voile noir parsemé d'étoiles. Héloïse attend patiemment dans son lit, écoutant les bruits familiers de la maison qui s'endort. D'abord, les pas lourds de Marcel qui monte à sa chambre, puis le claquement de sa porte. Ensuite, le silence progressif des domestiques qui regagnent leur quartier dans l'aile des services. Enfin, cette quiétude profonde qui signifie que tous dorment. Vers 2 heures du matin, elle se glisse hors de ses draps, enfile une robe de chambre et prend la clé que Marie lui a laissée. Ses pieds nus glissent silencieusement sur le parquet froid des couloirs. Chaque craquement du bois ancien résonne comme un coup de tonnerre dans le silence nocturne, et elle retient son souffle à chaque pas. Le grenier se situe au 3e étage, dans une partie de la maison qu'elle n'a pas visitée depuis son enfance. L'escalier étroit qui y mène est poussiéreux et sent le renfermer. À la lueur de sa chandelle,
Les ombres dansent sur les murs de pierre comme des fantômes du passé. La serrure résiste d'abord, rouillée par des années d'abandon, mais finit par céder avec un petit déclic qui lui paraît assourdissant. La porte s'ouvre en grinçant, révélant un espace sous les combles remplis de meubles recouverts de draps blancs et de caisses empilées. L'air est épais et chargé de poussière. Héloïse avance prudemment, sa chandelle illuminant progressivement l'espace. Au fond du grenier, elle aperçoit une malle en cuir bordeaux, différente des autres coffres de bois sombre. Cette malle lui semble familière, et soudain, elle se souvient, était celle de sa mère, celle qu'elle traînait partout quand Héloïse était petite. Elle s'agenouille devant le coffre et soulève le couvercle. Une odeur de lavande et de papier ancien s'en échappe, mélange qui lui rappelle immédiatement le parfum de Céleste. Ses mains tremblent, tandis qu'elle découvre le contenu. Des robes soigneusement pliées, des bijoux qu'elle reconnaît. Et surtout, un paquet de lettres attaché par un ruban de soie bleue et un carnet de cuir usé. Elle prend d'abord le carnet et l'ouvre à la première page. Écriture élégante de sa mère, étale sous ses yeux, et elle doit retenir ses larmes pour pouvoir lire. Si quelqu'un lit ces mots un jour, j'espère que ce sera ma chère Héloïse. Devenue assez forte pour comprendre ce qui s'est vraiment passé dans cette maison. Marcel croit avoir effacé toute trace de ce qui fut, mais une mère protège toujours ses secrets les plus précieux pour sa fille. Héloïse tourne les pages avec précaution, découvrant l'histoire que sa mère n'avait jamais pu lui raconter. Céleste écrivait sur son propre mariage arrangé, sur les promesses brisées de Marcel, sur les nuits où elle tentait de fuir, mais était toujours rattrapée. Elle décrivait aussi quelque chose d'inattendu, l'existence d'un testament, rédigé par le grand-père d'Héloïse, qui léguerait la moitié des terres à sa petite fille une fois qu'elle aurait atteint sa majorité. Marcel a caché ce document. Mais j'en ai fait une copie que j'ai confiée à quelqu'un de fiable. Il ignore tout de son existence. Un jour, ma chérie, ces terres te reviendront de droit, et tu pourras choisir ta propre vie. Le cœur d'Héloïse bat si fort qu'elle craint qu'on l'entende dans toute la maison. Sa mère lui avait laissé bien plus qu'elle ne l'imaginait. Elle lui avait laissé une chance de liberté. Mais qui était cette personne de confiance ? Et où se trouve cette copie du testament? Elle continue sa lecture et trouve sa réponse quelques pages plus loin. Maître Beaumont, le notaire du village voisin, garde une copie en sécurité. C'est un homme intègre qui a toujours désapprouvé la manière dont Marcel traite les femmes de sa famille. Il attend le moment propice pour révéler la vérité. Héloïse ferme le carnet et prend le paquet de lettres. La première est adressée à sa mère et porte le sceau du notaire Beaumont. Elle l'ouvre avec précaution et lit « Chère Madame Moreau, je conserve toujours le document dont nous avons parlé. Votre fille sera en sécurité quand elle viendra me voir. J'ai aussi d'autres informations concernant votre situation que vous devriez connaître. Marcel n'est pas l'homme que la région croit connaître. D'autres lettres révèlent des échanges entre sa mère et différentes personnes. Des femmes qui avaient réussi à échapper à des mariages forcés, un réseau discret d'aide mutuelle et surtout les coordonnées d'une certaine Claire Duret qui dirigeait une communauté dans les montagnes où les femmes pouvaient refaire leur vie. Au fond de la malle, sa main rencontre un objet froid et métallique. Elle le sort et découvre un collier ancien, orné d'un médaillon en argent gravé aux armes de sa famille maternelle. En l'ouvrant, elle trouve une petite clé et un bout de papier avec une adresse. Chapelle Saint-Michel, derrière l'autel, 3e pierre à droite. Soudain, un bruit de pas dans l'escalier la fait sursauter. Quelqu'un monte. Elle referme rapidement la malle, souffle sa chandelle et se cache derrière une pile de meubles, serrant contre elle le carnet et les lettres les plus importantes. Les pas s'arrêtent devant la porte du grenier. Héloïse retient son souffle, son cœur battant si fort qu'elle craint qu'il ne la trahisse. Une lumière filtre sous la porte. Quelqu'un tient une lampe dans le couloir. « Je sais que tu es là-haut, Héloïse. » La voix de Marcel résonne froide et menaçante dans l'obscurité. « Tu crois vraiment que je n'ai pas entendu tes pas au-dessus de ma chambre ?» Elle ferme les yeux, priant pour devenir invisible. «
Comment a-t-elle pu être aussi imprudente? Sors de là immédiatement ou je défonce cette porte. N'ayant pas le choix, Héloïse se lève et rallume sa chandelle d'une main tremblante. Elle cache le carnet et les lettres sous sa robe de chambre et ouvre la porte, adoptant l'expression la plus innocente possible. Marcel se dresse devant elle, imposant dans sa robe de chambre sombre, une lampe à la main et la colère dans les yeux. « Qu'est-ce que tu fais ici? Je n'arrivais pas à dormir, père. Je pensais à maman et je voulais juste... » Elle laisse sa voix trembler, jouant sur l'émotion pour attendrir son père. « Ta mère est partie depuis longtemps, il n'y a rien pour toi dans ce grenier. » Il l'examine attentivement et elle prie pour que les documents cachés sous sa robe ne se voient pas. « Retourne dans ta chambre immédiatement et ne remets plus jamais les pieds ici. Tu m'entends? » « Oui, père. » Il la suit jusqu'à sa chambre, s'assurant qu'elle rentre bien. Une fois sa porte refermée, Héloïse s'adosse contre le battant et expire longuement. Elle a réussi à sauver les documents les plus importants, mais elle sait maintenant que Marcel la surveille plus étroitement qu'elle ne le pensait. Elle cache le carnet et les lettres dans une fente derrière sa coiffeuse, un endroit secret qu'elle avait découvert enfant. Demain, elle devra trouver un moyen de se rendre chez le notaire Beaumont sans éveiller les soupçons. Et elle devra aussi découvrir ce qui se cache derrière l'autel de la chapelle Saint-Michel. Pour la première fois depuis l'annonce de ses fiançailles, Héloïse sent qu'elle n'est plus seule dans ce combat. Sa mère lui a tracé un chemin vers la liberté. Et elle compte bien l'emprunter, quels que soient les obstacles qui l'attendent. Le lendemain matin, Héloïse descend pour le petit déjeuner avec l'impression d'avoir vieilli de 10 ans en une seule nuit. Les révélations du carnet de sa mère tourbillonnent dans son esprit, tandis qu'elle s'installe à la grande table de la salle à manger. Marcel lit son journal derrière ses lunettes, l'ignorant complètement, ce qui lui convient parfaitement. Marie lui sert du thé et des tartines, lui glissant discrètement un regard interrogateur. Héloïse hoche imperceptiblement la tête pour lui signifier que sa mission nocturne a porté ses fruits. La complicité silencieuse entre les deux femmes s'est renforcée depuis hier. « J'ai des affaires à régler au village aujourd'hui », annonce soudain Marcel en repliant son journal. « Tu resteras ici et tu recevras Madame Dubois pour l'essayage de ta robe. Je ne veux aucun caprice de ta part. »« Bien sûr. »« À père », répond Héloïse d'une voix neutre, cachant mal sa satisfaction. L'absence de Marcel lui donnera l'occasion parfaite de se rendre chez le notaire Beaumont. 1 heure plus tard, elle regarde la voiture de son père disparaître dans l'allée bordée de cyprès. Madame Dubois n'arrivera qu'en fin d'après-midi, ce qui lui laisse suffisamment de temps. Elle enfile sa cape la plus discrète et se dirige vers les écuries. « Bonjour, mademoiselle », la salue Henri, le palefrenier, un homme d'une 60aine d'années aux mains calleuses et au sourire bienveillant. « Monsieur votre père m'a dit que vous ne sortiez plus seul à cheval. » Héloïse sent son cœur se serrer. Marcel avait prévu cette éventualité. « Henri, j'ai juste besoin d'aller jusqu'à la chapelle Saint-Michel pour me recueillir sur la tombe de maman. Je vous promets de ne pas aller plus loin. » Le vieil homme la regarde avec compassion. Il a connu Céleste et garde un souvenir ému de cette femme douce qui apportait toujours des friandises aux chevaux. « D'accord, mais prenez Belle, elle est docile et connaît bien le chemin. » Belle est une jument alezane aux yeux doux, parfaite pour une cavalière qui ne veut pas attirer l'attention. Héloïse la selle rapidement et part au galop léger vers le village voisin, profitant de la fraîcheur matinale et du paysage magnifique de la Provence qui s'éveille. Le cabinet du notaire Beaumont se trouve dans une maison de pierre à 2 étages, au cœur du village de Sainte-Marguerite. Une plaque de cuivre brillant indique son nom et sa profession. Héloïse attache Belle à un poteau et frappe à la porte, le cœur battant. Un homme élégant d'une 50aine d'années lui ouvre, portant un costume sombre et des lunettes fines. Ses cheveux poivre et sel sont soigneusement peignés, et son regard bleu perçant semble l'évaluer instantanément. « Mademoiselle Moreau, » dit-il simplement, comme s'il l'attendait depuis des années. « Entrez, je vous prie. » Son bureau est chaleureux.
tapissée de bibliothèques remplies de livres de droit et de documents reliés en cuir. Une odeur d'encre et de papier ancien flotte dans l'air. Il l'invite à s'asseoir dans un fauteuil de velours bordeaux face à son bureau massif. « Votre mère m'avait dit que vous viendriez un jour », commence-t-il en sortant une chemise d'un coffre-fort dissimulé derrière une peinture. « J'ai respecté sa volonté et gardé ses secrets jusqu'à ce moment. » Il pose devant elle une copie du testament de son grand-père, authentifié par plusieurs sceaux officiels. Héloïse lit avec avidité le document qui stipule clairement qu'à sa majorité, elle hériterait de la moitié des terres familiales, ainsi que d'une somme d'argent considérable placée dans une banque de Marseille. « Pourquoi mon père a-t-il pu cacher cela ?» demande-t-elle, la voix tremblante de émotion. « Votre grand-père est parti brutalement avant d'avoir pu enregistrer officiellement ce testament. Marcel s'est empressé de faire disparaître l'original et a prétendu qu'aucun testament n'existait. Heureusement, votre mère avait eu la prudence de me confier une copie certifiée. » Maître Beaumont se lève et va chercher une autre chemise. « Il y a autre chose que vous devez savoir. Votre mère n'est pas partie à cause d'une maladie, Héloïse. Elle tentait de fuir avec vous quand elle a été rattrapée. Dans sa chute, il marque une pause douloureuse, où elle ne s'est jamais remise de ses blessures. La vérité frappe Héloïse comme un coup de massue. Sa mère n'était pas partie naturellement. Elle était une prisonnière qui avait tenté de s'échapper, et Marcel l'avait tuée pour cela. La colère monte en elle, brûlante et purificatrice. « Que puis-je faire ?» demande-t-elle, les poings serrés. « Légalement, ce testament vous donne des droits, mais Marcel a des alliés puissants et ne reculera devant rien pour garder le contrôle. Il vous faut des protecteurs, des personnes qui vous aideront à faire valoir vos droits. » Il lui tend une carte avec une adresse. Claire Duret dirige une communauté dans les montagnes. Votre mère était en contact avec elle. C'est une femme remarquable qui aide les femmes à reconquérir leur liberté. Héloïse glisse précieusement les documents dans sa cape. Comment puis-je la contacter? Son frère, Bastien Duret, vient parfois au marché pour vendre ses chevaux. C'est un homme de confiance. Si vous le rencontrez, la cloche du village sonne midi. Héloïse réalise qu'elle doit rentrer rapidement si elle ne veut pas éveiller les soupçons. Elle remercie chaleureusement le notaire et reprend le chemin de la propriété familiale, l'esprit en ébullition. En arrivant près de la chapelle Saint-Michel, elle décide de faire un détour rapide pour explorer la piste laissée par sa mère. La chapelle, petite construction romane du XIIe siècle, se dresse seule au milieu d'un bosquet d'oliviers centenaires. Elle attache belle et pousse la lourde porte de bois. L'intérieur est frais et silencieux, baigné d'une lumière dorée qui filtre à travers les vitraux colorés. Elle se dirige vers l'autel et compte les pierres. La troisième à droite semble effectivement différente des autres. En appuyant dessus, elle sent qu'elle bouge légèrement. Avec la petite clé trouvée dans le médaillon de sa mère, elle parvient à ouvrir une cache secrète. À l'intérieur, elle découvre un petit sac de velours contenant des pièces d'or et une dernière lettre de Céleste. « Ma chérie, si tu lis ceci, c'est que tu as trouvé le courage que je n'ai jamais eu. Cet or t'aidera à partir quand le moment sera venu. N'aie pas peur de prendre des risques pour ta liberté. Je t'aime plus que la vie elle-même. » Émue aux larmes, Héloïse cache soigneusement le trésor dans sa cape et sort de la chapelle. Mais en arrivant près de Belle, elle entend des voix masculines qui approchent. Paniquée, elle se cache derrière un olivier et voit 3 hommes à cheval s'arrêter devant la chapelle. L'un d'eux, qu'elle reconnaît avec horreur, est Mathieu Laurent. Les 2 autres sont des hommes de main qu'elle a déjà vus avec son père. Que font-ils ici? Alors, tu es sûr qu'elle vient souvent ici? Demande Mathieu d'une voix mielleuse qui lui donne la chair de poule. Henri a dit qu'elle venait se recueillir sur la tombe de sa mère, répond l'un des hommes. C'est l'endroit parfait pour avoir une conversation privée avec ta future épouse. Mathieu rit, et ce rire glacé fait frissonner Héloïse. Elle comprend qu'ils lui tendent un piège. Heureusement, Belle est cachée de l'autre côté de la chapelle. Elle attend, immobile, que les hommes repartent avant de regagner discrètement sa monture.
Le retour vers la propriété se fait au galop. Le cœur battant, elle a récolté plus d'informations qu'elle n'osait l'espérer, mais elle réalise aussi que le danger se rapproche. Mathieu et Marcel unissent leurs forces pour la surveiller et la contrôler. Il lui faut agir vite, mais avec prudence. En arrivant aux écuries, elle croise Henri qui l'aide à déceler Belle. « Vous avez l'air troublée, mademoiselle. Tout va bien ?»« Tout va bien, Henri. Merci pour Belle. Elle a été parfaite. Mais rien ne va bien. » Héloïse sait maintenant qu'elle se trouve au centre d'une toile d'araignée dont Marcel et Mathieu tirent les fils. La vérité sur sa mère, l'existence du testament et la menace grandissante autour d'elle changent complètement la donne. Il lui faut trouver ce Bastien Duret et sa sœur Claire au plus vite, avant que ces geôliers ne resserrent leur étau. L'après-midi éternise avec l'essayage de la robe de fiançailles. Madame Dubois, couturière réputée du village, il s'affaire autour d'Héloïse avec des épingles et des rubans, créant une prison de soie blanche qui semble symboliser parfaitement sa situation. Chaque ajustement, chaque mesure prise ressemble à des chaînes invisibles qui se resserrent autour d'elle. Mademoiselle a une silhouette parfaite pour cette coupe, susurre Madame Dubois en pinçant le tissu à la taille. Monsieur Laurent sera certainement ravi. Héloïse serre les dents et ne répond pas. Dans le miroir, elle voit son reflet habillé en mariée et a l'impression de regarder une étrangère, une poupée dressée pour le plaisir des hommes. Marcel rentre en fin de journée avec un air satisfait qui ne présage rien de bon. Pendant le dîner servi dans la grande salle à manger éclairée par un lustre de cristal, il annonce ses plans avec cette assurance froide qui lui est habituelle. Les Laurent viendront déjeuner dimanche pour discuter des détails du mariage, déclare-t-il en découpant méthodiquement sa viande. Tu te comporteras comme il se doit, Héloïse. Pas de caprice, pas d'impolitesse. Mathieu sera ton époux dans quelques mois. Il est temps que tu l'acceptes. Oui, père, murmure-t-elle, mais intérieurement, elle bouillonne de colère. Elle pense au trésor caché dans sa chambre, aux documents qui prouvent ses droits, et au nom de Claire Duret qui résonne comme une promesse de liberté. Le lendemain matin, elle décide de se rendre au marché hebdomadaire du village sous prétexte d'acheter des fleurs pour décorer la maison en l'honneur des invités de dimanche. Marcel, occupé avec ses ouvriers pour la préparation des vendanges, accepte à condition qu'elle prenne Marie avec elle. Le marché de Sainte-Marguerite déborde de couleurs et de senteurs. Les étals regorgent de fruits gorgés de soleil, de légumes frais, de fromages locaux et de fleurs aux parfums enivrants. Marie et Héloïse déambulent entre les marchands, mais Héloïse cherche discrètement des yeux un homme qui pourrait correspondre à la description de Bastien Duret. C'est près des étals de chevaux, à la sortie du village, qu'elle le remarque. Un homme d'une trentaine d'années, grand et mince, aux cheveux châtains légèrement bouclés et aux yeux d'un bleu si clair qu'il semble transparent. Il porte des vêtements simples mais de bonne qualité et s'occupe avec patience d'une magnifique jument noire aux naseaux frémissants. Quelque chose dans sa façon de parler doucement à l'animal, dans ses gestes précis et bienveillants, attire immédiatement l'attention de Héloïse. Se pourrait-il que ce soit lui ? Marie, pourriez-vous aller me chercher des roses chez Madame Blanchard ? Je voudrais regarder les chevaux de plus près. Marie, perspicace, comprend que sa jeune maîtresse souhaite être seule pour quelques instants. Bien sûr, mademoiselle, je vous retrouve dans 10 minutes. Héloïse s'approche de l'homme qui caresse l'encolure de sa jument. Elle est magnifique, dit-elle simplement. Elle, l'étranger, lève les yeux vers elle et son regard la transperce immédiatement. Il y a quelque chose de troublant dans ses yeux clairs, une profondeur qui suggère qu'il a beaucoup vécu, beaucoup souffert aussi. Merci. Elle s'appelle Tempête, mais elle a un caractère beaucoup plus doux que son nom ne le laisse supposer. Sa voix est grave et chaleureuse, avec un léger accent qui trahit ses origines nordiques. Vous vous y connaissez en chevaux ? Un peu. J'ai grandi entouré d'eux. Elle hésite un instant, puis se lance. Excusez-moi, mais seriez-vous Bastien Duret ? L'homme la regarde avec attention, et elle voit passer une lueur de surprise,
puis de compréhension dans ses yeux. Et vous seriez Héloïse Moreau? Comment le savez-vous? Votre mère vous ressembliez beaucoup, et ma sœur Claire m'a souvent parlé de vous. Il jette un regard circulaire pour s'assurer qu'ils ne sont pas observés. Nous ne devrions pas parler ici. Trop de regards indiscrets. J'ai trouvé les documents de ma mère. Le notaire Beaumont m'a tout expliqué. J'ai besoin d'aide. Bastien hoche la tête gravement. Je sais, Claire vous attend, mais il faut être prudent. Marcel a des yeux partout, et Mathieu Laurent n'est pas homme à laisser échapper ce qu'il considère comme sa propriété. Ces mots font frissonner Héloïse. Comment puis-je rencontrer votre sœur? Demain soir, quand la lune sera nouvelle, rendez-vous à la vieille bergerie abandonnée sur la colline des Trois Chênes. Vous la connaissez? Héloïse acquiesce. Enfant, elle jouait souvent dans cette bergerie en ruine, située à 1 heure de marche de la propriété. Claire sera là avec quelques femmes de sa communauté. Elles pourront vous expliquer vos options. Il se rapproche légèrement, et elle sent une odeur de cuir et d'herbe fraîche. Mais Héloïse, vous devez savoir que le chemin sera difficile. Votre père ne vous laissera pas partir sans se battre. Je préfère me battre pour ma liberté que de mourir à petit feu dans une prison dorée. Un sourire éclaire brièvement le visage de Bastien. Votre mère aurait été fière de vous entendre dire cela. Marie revient avec un bouquet de roses rouges et Bastien S. éloigne discrètement après avoir salué poliment les 2 femmes. Héloïse sent son cœur battre plus vite. Et pas seulement à cause de l'espoir que cette rencontre fait naître. Il y a quelque chose dans le regard de cet homme qui la trouble profondément. Le retour à la propriété se fait dans le silence. Marie, intuitive, comprend que sa jeune maîtresse a vécu quelque chose d'important, mais respecte son mutisme. Dans la voiture qui les ramène, Héloïse regarde défiler le paysage provençal et sent pour la première fois depuis des années qu'elle pourrait avoir un avenir différent de celui qu'on lui impose. Le soir venu, pendant que Marcel reçoit des investisseurs dans son bureau, Héloïse profite de cette distraction pour planifier sa sortie nocturne. Elle prépare des vêtements sombres, une cape chaude et les documents les plus importants laissés par sa mère. Dans quelques heures, elle rencontrera Claire Duret et découvrira enfin ce qu'est vraiment la liberté. Mais elle ne sait pas que, à cet instant même, dans une taverne du village, Mathieu Laurent rencontre secrètement 2 hommes au visage patibulaire. Ils parlent à voix basse d'une jeune femme trop indépendante qu'il faut remettre au pas, de leçons à donner et de moyens de dissuasion efficaces. Elle commence à fréquenter des gens peu recommandables, dit Mathieu en buvant son vin rouge. Il faut lui faire comprendre que certaines rencontres peuvent être dangereuses pour sa santé. Les 2 hommes hochent la tête avec des sourires mauvais. Ils connaissent leur métier et savent comment faire passer un message sans laisser de traces compromettantes. Pendant ce temps, dans sa chambre, Héloïse contemple les étoiles par sa fenêtre et pense aux yeux clairs de Bastien Duret. Pour la première fois de sa vie, elle ressent quelque chose qu'elle n'arrive pas à nommer. Un mélange d'attirance et de confiance qui la réchauffe de l'intérieur. Demain soir, sa vraie vie commencera peut-être enfin. Elle ne se doute pas que des yeux malveillants observent déjà ses moindres gestes, ni que l'étau se resserre autour d'elle plus vite qu'elle ne l'imagine. La partie D, échec entre Marcel, Mathieu et elle, ne fait que commencer, et les enjeux sont plus élevés qu'elle ne le soupçonne. La nuit sans lune enveloppe la Provence d'un voile d'encre. Héloïse attend dans sa chambre que les derniers bruits de la maison S éteignent. Marcel a reçu ses invités jusqu'à tard, et elle entend encore leur voix éraillée par l'alcool résonner dans le salon. Enfin, vers minuit, le silence s'installe. Elle enfile ses vêtements les plus sombres, glisse les documents précieux dans une sacoche de cuir et sort de sa chambre avec la prudence d'une ombre. Cette fois, elle évite l'escalier principal et emprunte l'escalier de service qui mène directement aux cuisines. La porte arrière grince légèrement, mais pas assez pour réveiller qui que ce soit. La marche jusqu'à la bergerie des Trois Chênes se fait à travers champs et sentiers de bergers. Héloïse connaît ce chemin par cœur, pour l'avoir emprunté enfant lors de ses escapades. La colline se dresse devant elle, couronnée par 3 chênes centenaires qui se détachent contre le ciel étoilé.
La vieille bergerie en pierre sèche paraît abandonnée, mais une faible lueur filtre par les fentes des volets clos. Héloïse frappe doucement, selon le code que lui a indiqué Bastien. 3 coups, une pause, 2 coups. La porte s'ouvre sur une femme d'une quarantaine d'années, aux cheveux auburn tressés en couronne. Ses yeux verts pétillent d'intelligence, et malgré sa tenue simple, elle dégage une autorité naturelle qui force le respect. C'est indéniablement Claire Duret. « Héloïse, dit-elle simplement en lui ouvrant les bras, votre mère m'avait tant parlé de vous. Entrez, vous êtes en sécurité ici. » L'intérieur de la bergerie a été aménagé en refuge temporaire. Des tapis couvrent le sol de terre battue, des lanternes diffusent une lumière douce et un petit feu crépite dans l'ancienne cheminée. Autour du foyer, 5 femmes d'âges différents l'accueillent avec des sourires bienveillants. « Voici notre cercle de ce soir », explique Claire en présentant chacune. Marguerite, qui dirigeait une auberge avant de fuir son mari violent. Isabelle, ancienne institutrice chassée pour avoir refusé un mariage arrangé. Agnès, qui a fui un couvent où on voulait l'enfermer contre sa volonté. Sophie, veuve qui refusait qu'on lui impose un second époux. Et Juliette, notre guérisseuse, qui connaît tous les secrets des plantes de la montagne. Chaque femme hoche la tête chaleureusement. Héloïse voit dans leur regard une détermination qu'elle ne connaît pas, une force tranquille née de la liberté conquise de haute lutte. « Asseyez-vous près de nous », l'invite Claire en lui désignant un coussin près du feu. « Racontez-nous votre histoire. Nous sommes toutes passées par des épreuves similaires. » Héloïse raconte tout. L'annonce du mariage forcé, la découverte des documents de sa mère, la révélation sur les véritables circonstances de sa disparition, le testament caché et sa rencontre avec Bastien au marché. Les femmes, elles, écoutent sans l'interrompre, hochant parfois la tête avec compassion. Votre situation est complexe, analyse Claire quand Héloïse termine son récit. D'un côté, vous avez des atouts légaux non négligeables avec ce testament. De l'autre, Marcel et Mathieu ne reculeront devant rien pour vous empêcher de les utiliser. « Que puis-je faire ?» demande Héloïse, ses mains tremblant légèrement. « Plusieurs options s'offrent à vous », répond Marguerite de sa voix posée. La première, vous pouvez venir avec nous dans notre communauté des montagnes. Nous vivons de manière autonome, loin des hommes qui veulent nous contrôler. Vous y seriez libre, mais vous renonceriez à vos biens et à votre héritage. La deuxième option, continue Isabelle, c'est de rester et de vous battre légalement pour faire valoir vos droits, mais cela demande du courage et des alliés puissants. Marcel ne se laissera pas déposséder facilement. Juliette, une femme âgée aux cheveux blancs et aux yeux perçants, prend la parole. Il existe aussi une troisième voie, plus risquée. Nous pourrions vous aider à simuler une maladie grave qui retarderait le mariage. Mes plantes peuvent provoquer des symptômes convaincants sans danger réel. Cela vous donnerait du temps pour organiser votre défense. Et il y a une quatrième option, ajoute Claire avec un sourire mystérieux. Mon frère Bastien. Toutes les femmes échangent des regards complices. Héloïse sent ses joues s'empourprer. Que voulez-vous dire ? Bastien n'est pas n'importe qui, explique Claire. Il a servi dans l'armée, puis a vécu plusieurs années à Paris où il s'est fait des relations influentes. Il connaît des juges, des avocats, des gens de pouvoir qui pourraient vous aider. Et surtout, elle marque une pause théâtrale. Il est tombé sous votre charme. Comment pouvez-vous savoir cela ? Balbutie Héloïse. Parce qu'il m'en a parlé hier soir en rentrant du marché. Il a dit... Et je cite, « Cette jeune femme a quelque chose de spécial, Claire. Elle n'est pas comme les autres filles de la région. Il y a une force en elle qui ne demande que à s'exprimer. » Le cœur d'Héloïse s'emballe. Elle repense aux yeux clairs de Bastien, à sa voix grave, à la façon dont il parlait à sa jument avec tant de douceur. « Mais attention, » avertit Sophie, plus pragmatique. « Un sentiment naissant ne résoudra pas vos problèmes. Il faut un plan concret. » Claire se lève et va chercher une carte de la région qu'elle étale près du feu. Voici ce que nous proposons. Dans une semaine, il y aura la fête des vendanges. Tout le village sera présent, y compris les autorités régionales.
Ce serait le moment idéal pour présenter publiquement votre testament et revendiquer vos droits. Avec Bastien et ses relations, nous pourrions organiser une véritable offensive légale. Et si Marcel refuse de reconnaître la légitimité du document, demande Héloïse, c'est là qu'intervient l'aspect public de notre action, explique Marguerite. Une fois que toute la région sera au courant de l'existence de ce testament, Marcel ne pourra plus faire comme s'il n'existait pas. Il sera obligé de se défendre devant la justice. Agnès ajoute, en attendant, nous pouvons vous enseigner quelques techniques de défense personnelle. Si Mathieu ou ses hommes tentent quelque chose, vous ne serez pas sans ressources. La conversation se poursuit jusqu'aux premières lueurs de l'aube. Les femmes partagent leurs expériences, leurs échecs et leurs victoires. Héloïse découvre un monde qu'elle ne soupçonnait pas, celui de femmes qui ont choisi de prendre leur destin en main, malgré les obstacles et les dangers. « Je veux me battre », déclare-t-elle finalement, la voix ferme. « Je ne fuirai pas. Ces terres sont les miennes de droit et je ne laisserai ni mon père ni Mathieu Laurent me les voler. » Claire sourit avec fierté. « Votre mère aurait été si fière de vous entendre. Très bien, nous allons préparer cette bataille ensemble. Mais en attendant, vous devez retourner chez vous et jouer la comédie. Faites croire que vous vous résignez au mariage. Cela endormira leur méfiance. » Juliette lui donne un petit sachet d'herbe. Si jamais Mathieu devient trop entreprenant, mélangez ceci dans sa boisson. Il aura mal au ventre pendant des heures sans que cela soit dangereux. En quittant la bergerie, Héloïse emporte avec elle plus que des conseils et des alliés. Elle emporte une nouvelle vision d'elle-même. Pour la première fois de sa vie, elle se sent entourée de personnes qui croient en elle et en sa capacité à changer son destin. Le retour à la propriété se fait dans la brume matinale. Elle regagne sa chambre sans être vue et se glisse dans son lit, feignant de dormir profondément, quand Marie vient la réveiller 1 heure plus tard. Mais dans ses rêves, elle voit des yeux clairs qui la regardent avec admiration, et elle sent qu'une nouvelle Héloïse est en train de naître. Une femme qui ne se laissera plus jamais réduire au silence. Le dimanche arrive avec un soleil éclatant qui fait scintiller les vignobles comme des océans d'émeraude. Héloïse se prépare méticuleusement pour recevoir les Laurent, appliquant les conseils de Claire, jouer la parfaite fille soumise pour endormir la méfiance de ses oppresseurs. Elle choisit une robe sage de couleur lavande, coiffe ses cheveux en chignon strict et adopte l'expression docile qu'on attend d'elle. La famille Laurent arrive dans une calèche imposante tirée par 4 chevaux noirs. Mathieu descend le premier, resplendissant dans son costume sombre qui ne parvient pas à masquer sa morgue naturelle. Il a 32 ans, une stature imposante et ce sourire carnassier qui glace le sang des Héloïse chaque fois qu'elle le croise. « Ma chère Héloïse », dit-il en lui baisant la main avec une insistance qui la met mal à l'aise. « Vous êtes rayonnante. Le mariage vous va déjà à merveille. » Elle force un sourire et répond d'une voix qu'elle veut douce. « Merci, Mathieu. J'ai hâte de discuter de nos projets d'avenir. » Marcel accueille Monsieur Laurent Père, homme corpulent aux joues rougeaudes qui transpire l'arrogance et la cupidité. Les 2 patriarches se congratulent comme s'ils venaient de conclure un marché de bétail particulièrement avantageux. Le déjeuner se déroule dans la grande salle à manger ornée des portraits ancestraux qui semblent juger la scène de leurs regards sévères. Madame Laurent, femme effacée qui parle peu et approuve tout ce que dit son mari, complimente mollement la décoration et la cuisine. Héloïse joue son rôle à la perfection, posant des questions sur les traditions familiales des Laurent et manifestant un intérêt fin pour leur projet de rénovation de leur propriété. Héloïse sera une épouse parfaite, déclare Marcel en levant son verre de vin rouge. Elle a été élevée dans le respect des valeurs traditionnelles et sait quelle est sa place. Excellent, répond Monsieur Laurent. Mathieu a besoin d'une femme qui comprenne que l'homme est le maître du foyer. N'est-ce pas, mon fils? Mathieu pose sa main sur celle de Héloïse avec une possessivité qui lui donne envie de fuir. Absolument. J'ai hâte d'enseigner à Héloïse tout ce qu'une épouse doit savoir. Le sous-entendu dans sa voix fait frissonner la jeune femme.
mais elle maintient son sourire et baisse pudiquement les yeux comme on l'attend d'elle. Après le repas, Marcel propose aux hommes de visiter les caves, tandis que les femmes prennent le thé au salon. Mais Mathieu décline poliment. « J'aimerais plutôt faire une promenade avec ma fiancée, si vous le permettez. Nous avons tant de choses à nous dire. » Héloïse sent un piège se refermer sur elle, mais ne peut refuser sans éveiller les soupçons. « Avec plaisir », murmure-t-elle. Ils sortent dans le jardin à la française qui entoure la propriété. Les massifs de lavande embaument l'air chaud de septembre et les cigales chantent dans les oliviers centenaires. En d'autres circonstances, cette promenade aurait pu être romantique. Mathieu la guide vers le bosquet de cyprès, loin des regards indiscrets de la maison. Une fois à l'abri, son comportement change radicalement. Il l'attire contre lui et plaque ses lèvres sur les siennes dans un baiser brutal qui n'a rien de tendre. « Mathieu, arrêtez !» proteste-t-elle en le repoussant. « Allons, ma chérie !» dit-il avec ce sourire qui lui donne la chair de poule. « Nous serons bientôt mariés. Il est temps que vous appreniez à m'obéir. » Il la pousse contre le tronc rugueux d'un cyprès, ses mains se faisant plus entreprenantes. Héloïse panique, mais se souvient des enseignements d'Agnès la nuit précédente. Elle feint d'abord la soumission, puis lui assène un coup de genou précis là où Agnès lui a montré. Mathieu se plie en deux de douleur, le visage écarlate. « Petite garce, tu vas me le payer. »« Je suis désolée, » dit-elle en reculant rapidement. « J'ai eu peur, c'est tout. Je ne suis pas habituée à... » « Tu n'es pas habituée à quoi ? À te comporter comme une vraie femme ?» Il se redresse péniblement, la fureur dans les yeux. « Ça va changer très vite, crois-moi. » Il la saisit par le poignet et la ramène vers la maison d'un pas vif. Nous rentrons. J'ai une migraine subite. De retour au salon, Mathieu annonce qu'il doit écourter la visite. « Trop de soleil », explique-t-il avec un sourire forcé. Mais Héloïse voit la menace dans son regard quand il prend congé. « À très bientôt. »« Ma chère fiancée », lui murmure-t-il à l'oreille en feignant de l'embrasser sur la joue. « Nous avons une conversation à terminer. » Une fois les Laurent partis, Marcel se tourne vers sa fille avec satisfaction. « Excellente prestation, Héloïse. Tu commences enfin à comprendre ton rôle. Si seulement il savait, pense-t-elle en gardant une expression neutre. Le soir venu, Marie lui apporte son dîner dans sa chambre avec un message discret. Un certain monsieur souhaite vous rencontrer près du puits de la propriété à minuit. Il dit que les roses du marché étaient magnifiques. Le code de Bastien. Héloïse sent son cœur s'emballer. Après l'épisode avec Mathieu, elle a besoin de voir un visage ami. À minuit, elle retrouve Bastien près du vieux puits de pierre situé à l'orée du verger. Il l'attend adossé au muret. Et dans la lumière argentée de la lune, il paraît encore plus séduisant qu'au marché. « Héloïse, dit-il en venant vers elle, comment s'est passé le déjeuner ?»« Affreusement, Mathieu devient de plus en plus pressant et agressif. » Elle lui raconte l'incident du bosquet et voit la mâchoire de Bastien se crisper. « Ce porc !» gronde-t-il. « Il faut accélérer nos plans. Claire m'a dit que vous aviez choisi de vous battre. » « Je voulais vous parler de mes contacts à Marseille. » Il sort une lettre de sa poche. « J'ai écrit à Maître Durand, un avocat influent que j'ai connu à Paris. Il accepte de venir pour la fête des vendanges et d'examiner votre testament. Avec son soutien, nous avons de bonnes chances de faire reconnaître vos droits. Et si Marcel refuse de se soumettre à la justice, alors nous utiliserons la pression publique. Maître Durand connaît des journalistes. Une fois que l'affaire sera rendue publique, Marcel ne pourra plus agir dans l'ombre. Bastien se rapproche d'elle et elle sent cette troublante attirance qui naît chaque fois qu'il est près d'elle. « Héloïse, je dois vous dire quelque chose. Ce que je ressens pour vous. »« Moi aussi », l'interrompt-elle dans un souffle. Il prend son visage entre ses mains et l'embrasse avec une tendresse qui contraste totalement avec la brutalité de Mathieu. Ce baiser goûte la liberté et l'espoir. « Quoi qu'il arrive, » murmure-t-il contre ses lèvres, « je serai à vos côtés. » Soudain, un bruit de pas les fait sursauter. Ils se séparent rapidement, mais trop tard. Marcel surgit de l'ombre, accompagné de deux de ses hommes de main.
Alors, ma fille, voilà comment tu honores ta famille ?» Sa voix glaciale fait frémir les feuilles des arbres. « En rencontrant des étrangers la nuit comme une fille de rien ?»« Père, je peux vous expliquer. » Silence. Il se tourne vers Bastien. « Et vous, qui êtes-vous pour venir corrompre ma fille ?»« Bastien Duret, » répond calmement ce dernier. « Et je ne corromps personne. Je parlais simplement avec mademoiselle Moreau. »« Duret ?» Marcel répète le nom, comme s'il lui rappelait quelque chose de désagréable. « Ce nom me dit quelque chose. N'y aurait-il pas une certaine Claire Duret qui sème le trouble dans la région avec ses idées révolutionnaires ?» Le danger plane soudain dans l'air. Héloïse voit Bastien se tendre, prêt à se défendre. « Ramenez ma fille à la maison », ordonne Marcel à ses hommes. « Et vous, dit-il à Bastien, disparaissez de ma propriété et ne vous avisez plus d'approcher Héloïse. Sinon, vous le regretterez amèrement. » Tandis qu'on l'emmène de force vers la maison, Héloïse lance un dernier regard vers Bastien. Dans ses yeux clairs, elle lit une promesse. Il ne l'abandonnera pas. Mais dans sa chambre, verrouillée de l'extérieur, pour la première fois de sa vie, elle réalise que l'étau se resserre dangereusement autour d'elle. Marcel sait maintenant qu'elle a des alliés et il ne la laissera plus sortir sans surveillance. La fête des vendanges approche, mais comment pourra-t-elle y mettre leur plan à exécution si elle est prisonnière? 3 jours s'écoulent dans une prison dorée. Héloïse reste enfermée dans sa chambre, ses repas lui étant apportés par Marie sous la surveillance constante d'un garde. Marcel a renforcé la sécurité autour de la propriété et elle voit par sa fenêtre des hommes patrouiller dans les jardins. Elle commence à désespérer quand, le mercredi soir, Marie lui glisse discrètement un petit papier avec son dîner. « N'abandonnez pas, Claire a un plan. Demain, feignez de être malade pour ne pas aller à la fête. Faites confiance à Marie, B. » Le message de Bastien rallume l'espoir dans son cœur. Elle brûle le papier immédiatement et se met à planifier sa comédie. Le lendemain matin, jour de la fête des vendanges, elle refuse de se lever quand Marie vient la chercher. « Je ne me sens pas bien », gémit-elle en portant la main à son front. « J'ai de la fièvre et des vertiges. » Marie joue parfaitement son rôle, affichant une inquiétude authentique. « Mademoiselle, vous êtes brûlante, il faut appeler le médecin. » Marcel arrive peu après, agacé par ce contretemps. « Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?»« Regardez-la, monsieur !» dit Marie, en désignant Héloïse qui a réussi à se donner un teint livide. Elle fait de la fièvre. Ce serait imprudent de la sortir dans cet état. Marcel touche le front de sa fille, rendu moite par une préparation de Juliette que Marie a discrètement appliquée. Maudit soit ce moment, Mathieu compte sur sa présence à la fête. « Je suis désolé, père », murmure Héloïse d'une voix faible. « Je me forcerai si vous l'exigez. » « Non, reste au lit. Marie, tu restes avec elle et tu me préviens si son état empire. » Il sort en claquant la porte, laissant les 2 femmes seules. Dès que ses pas s'éloignent, Marie sourit. Excellente performance. « Mademoiselle, maintenant, nous devons agir vite. Maître Durand est arrivé hier soir avec Bastien. Ils sont cachés chez le notaire Beaumont. » Elle sort de son tablier une robe de paysanne et un foulard. « Voici votre déguisement. » Claire et ses femmes sont déjà en position sur la place du village. Le plan est de révéler publiquement l'existence du testament pendant le discours du maire. Héloïse se change rapidement, le cœur battant d'excitation et d'appréhension. « Et si Marcel découvre ma supercherie, il ne le découvrira qu'une fois tout accompli. À ce moment-là, vous serez sous la protection de la loi. » Marie l'aide à nouer le foulard pour cacher ses cheveux reconnaissables. Il y a un passage secret que votre mère utilisait. Il mène directement de cette chambre aux cuisines abandonnées de l'aile ouest. Elles poussent ensemble la lourde armoire en chêne, révélant une porte dissimulée dans le mur. « Oh, votre mère me l'avait montré lors de sa dernière tentative de fuite, » explique Marie, les larmes aux yeux. « Cette fois, cela marchera. » Le passage étroit et poussiéreux débouche effectivement dans les anciennes cuisines. De là, Héloïse peut sortir sans être vue par les gardes qui surveillent l'entrée principale. Elle serre Marie dans ses bras. « Merci pour tout. Vous êtes plus qu'une servante. »
Vous êtes ma seule famille. La course à travers champs jusqu'au village se fait le cœur léger malgré les enjeux. Pour la première fois depuis des jours, Héloïse respire l'air de la liberté. Le village de Sainte-Marguerite déborde de monde. C'est la plus grande fête de l'année et des gens sont venus de toute la région pour célébrer la fin des vendanges. Des guirlandes colorées décorent les maisons, des stands proposent du vin nouveau et des spécialités locales. Et une estrade a été dressée sur la place principale pour les discours officiels. Héloïse se faufile dans la foule, son déguisement fonctionnant parfaitement. Elle repère Claire près de la fontaine, entourée de ses compagnes qui se sont dispersées stratégiquement dans l'assistance. D'un discret signe de tête, Claire lui indique la direction du cabinet de Maître Beaumont. Dans Elle, étude du notaire, elle retrouve Bastien, en compagnie d'un homme élégant d'une cinquantaine d'années, aux cheveux argentés. Maître Durand a l'allure d'un homme habitué aux cours de justice et aux affaires importantes. « Mademoiselle Moreau, dit-il en s'inclinant respectueusement, j'ai examiné votre testament. C'est un document parfaitement légal et authentique. Votre grand-père avait été très prévoyant. » Bastien s'approche d'elle et lui prend les mains. « Ah, comment vous sentez-vous » ? Terrifiée et excitée à la fois, avoue-t-elle. Que va-t-il se passer exactement? Maître Durand explique le plan. Le maire va prononcer son discours traditionnel dans une demi-heure. Juste après, je monterai sur l'estrade et révélerai l'existence de votre testament. J'ai invité plusieurs notables de la région, ainsi qu'un journaliste du journal de Marseille. L'affaire deviendra publique instantanément, et Marcel, il sera présent, bien sûr, ainsi que Mathieu Laurent. Ils ne pourront pas nier publiquement ce qui sera révélé devant tant de témoins. Un messager arrive soudain, essoufflé. « Monsieur Durand, Marcel Moreau vient d'arriver sur la place avec plusieurs hommes armés. Il cherche sa fille partout. » Le piège se referme. Marcel a découvert la supercherie plus tôt que prévu. « Il faut accélérer le processus », déclare Maître Durand. « Bastien, conduisez Héloïse sur l'estrade par l'arrière. Je vais interrompre le maire. » La petite troupe sort par la porte arrière du cabinet et contourne les bâtiments pour atteindre l'estrade sans être vue. Héloïse entend la voix tonnante de Marcel qui hurle dans la foule. « Où est ma fille? Quelqu'un l'a-t-il vue ?» Sur l'estrade, le maire, homme bedonnant aux joues rouges, termine justement son éloge des vignerons locaux quand Maître Durand monte les marches. « Mesdames et messieurs, annonce l'avocat d'une voix qui porte dans toute la place, j'ai une révélation importante à faire concernant la succession de feu Monsieur Armand Moreau. » Un silence de mort tombe sur l'assemblée. Marcel, qui se trouvait près d'un stand de vin, se fige et regarde vers l'estrade avec des yeux furibonds. « Voici mademoiselle Héloïse Moreau », continue Maître Durand tandis que Héloïse monte sur l'estrade, tremblante mais déterminée. Et voici le testament authentique de son grand-père qui lui lègue la moitié des terres familiales ainsi qu'une somme importante. Il brandit le document sous les yeux de tous. La foule murmure, les gens se pressent pour mieux voir et entendre. « C'est impossible !» crie Marcel en fendant la foule comme un boulet de canon. « Ce document est un faux. Ma fille est malade et délire. » Mais Maître Beaumont monte à son tour sur l'estrade avec ses registres. Ce testament a été authentifié par mon prédécesseur et conservé en sécurité depuis 15 ans. Il est parfaitement légal. De plus, ajoute Maître Durand, nous avons découvert d'autres irrégularités dans la gestion de la succession. Monsieur Marcel Moreau devra rendre des comptes devant la justice. Marcel devient livide. Puis écarlate de rage. « Mathieu, où es-tu » Mathieu Laurent joue des coudes pour le rejoindre, le visage déformé par la colère. « Cette petite garce nous a joués. »« Mademoiselle Moreau » proclame Maître Durand face à l'assemblée fascinée. « Selon ce testament et la loi française, vous êtes libre de choisir votre propre destin. Souhaitez-vous épouser Monsieur Laurent ?»« Non !» La voix d'Héloïse résonne claire et forte sur toute la place. Je refuse ce mariage arrangé, je choisis ma propre vie. Des applaudissements éclatent dans la foule. Claire et ses compagnes mènent les acclamations, bientôt rejointes par de nombreuses femmes du village qui comprennent la portée historique de ce moment. Marcel tente de monter sur l'estrade, mais Bastien lui barre le passage. « N'approchez pas d'elle. »« Toi !»
gronde Marcel en reconnaissant celui qui a osé défier son autorité. « Tu vas me le payer !» Il dégaine un pistolet, semant la panique dans l'assistance. Mais avant qu'il puisse viser, Juliette, la guérisseuse, surgit de nulle part et lui jette au visage une poudre qui le fait éternuer violemment et larmoyer. Dans la confusion, Bastien lui arrache son arme. Marcel Moreau déclare solennellement maître Durand: « Vous êtes accusé de détournement d'héritage, de séquestration et de menaces avec armes. Les autorités compétentes vont vous entendre. » Le gendarme du village, enfin arrivé sur les lieux, procède à l'arrestation de Marcel sous les yeux de toute la population. Mathieu Laurent, voyant que la situation lui échappe complètement, disparaît discrètement dans la foule. Sur l'estrade, Héloïse regarde ce père tyrannique qui l'a opprimé toute sa vie se faire emmener, menottes aux poignets. Elle ne ressent ni joie ni tristesse, juste un immense soulagement. Bastien la rejoint et la prend dans ses bras devant toute l'assemblée. « C'est fini, murmure-t-il. Vous êtes libre. Nous sommes libres, corrige-t-elle en plongeant ses yeux dans les siens. 6 mois plus tard, Héloïse et Bastien célèbrent leur mariage dans cette même chapelle Saint-Michel où tout avait commencé. Claire officie la cérémonie, ayant été autorisée par les nouvelles lois à unir les couples. Marie, devenue intendante en chef de la propriété Moreau, pleure de joie. Les femmes de la communauté de Claire forment une garde d'honneur, symbole vivant de la liberté conquise. Héloïse porte la robe de sa mère, retrouvée dans la malle du grenier, et le collier familial brille à son cou. En se regardant dans le miroir ce matin-là, elle a vu non plus une prisonnière, mais une femme accomplie qui a choisi son propre destin. Marcel purge une peine de prison pour ses crimes. Et Mathieu Laurent a quitté la région après que plusieurs femmes aient témoigné contre lui. La propriété Moreau prospère sous la gestion conjointe de Héloïse et Bastien, qui ont transformé une partie des terres en refuge pour les femmes en détresse. Et parfois, le soir, quand le soleil couchant embrase les vignobles de Provence, Héloïse pense à sa mère et lui murmure « Merci, maman. Grâce à toi, j'ai trouvé ma voie. » Chers auditeurs, nous espérons que l'histoire de Héloïse et Bastien vous a touché au cœur. Cette histoire de courage, d'amour et de liberté reconquise nous rappelle que chacun a le droit de choisir son propre destin. Pour continuer ce voyage émotionnel, nous avons préparé une playlist spéciale avec des histoires tout aussi captivantes. Vous la trouverez ici en cliquant à votre gauche. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de mettre « j'aime » à cette vidéo. Chaque jour, nous vous apportons des histoires uniques qui explorent la complexité de la vie et les triomphes de l'esprit humain. Ne manquez pas nos prochains contenus. Nous vous attendons dans les commentaires pour partager vos impressions sur cette belle histoire de libération.